ce sont des accords ou des contrats léonins, M. Christian Perrin. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, les motivations sont opaques. Automatiquement, tout ce qui est accord ou contrat sont tout aussi opaques. Parce que cet accord, déjà, viole la Constitution du Congo-Brazzaville. En son article 219 de la Constitution du Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'il dit cet article? Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. C'est ce qu'on appelle de la hausse trahison. Donc, M. Sassou Nguesso ne peut pas se permettre de se réveiller un matin et dire qu'il a cédé 12 000 hectares, c'est-à-dire 120 km², qui correspond à plus que Paris, à un homme. Alors que nous avons déjà plus de 8 000 Rwandais, mais Hutus, qui sont les opposants, qui sont les ennemis de M. Paul Kagame, a pris possession de plus de 12 000 hectares. Ça veut dire qu'il va envoyer hommes et matériel. Une manière de dire que le conflit qui n'est pas achevé au Rwanda va être transposé au Congo-Brazzaville. Donc, il y a un risque majeur, tant en termes de perte de souveraineté de notre pays, mais un risque majeur en termes de capacité de créer une crise, quasiment une guerre civile dans notre pays. 12 000 hectares des terres arables du Congo-Brazzaville, l'équivalent de la superficie de la ville de Paris ou presque, viennent d'être concédés au Rwanda par Denis Sassou Nguesso. On en parle aujourd'hui sur ce plateau avec M. Guy Mafimba Motoki, personnalité politique du Congo-Brazzaville, résident en France. Bonjour M. Guy Mafimba et merci d'avoir encore accepté notre invitation. Bonjour M. Christian Perrin, bonjour Mme Laurie. Et merci en tout cas pour votre invitation et très heureux d'être en face de votre rédaction en tout cas. Merci Monsieur Mafimba. Bonjour, bonsoir à vous aussi mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de Teler TV, vous êtes bien dans votre émission Droit de savoir. Je suis Christian Perrin, avec moi Loriquet pour conduire cette interview. Bonjour Loriquet. Bonjour Christian. Comment te portes-tu? Je me porte comme un charme. Visiblement heureuse, hein, je le sens. Merci. Serais-tu devin? Si c'est toi qui le dis, pourquoi pas. Alors, la visite d'État du président rwandais Paul Kagame au Congo-Brazzaville, beaucoup des noms dits selon certaines sources. Il semblerait, Christian, mais ce soir, nous allons aller droit au but et axer notre émission sur plusieurs volets. Le volet politique et géostratégique, le volet militaire et sécuritaire, et nous parlerons un petit peu du volet économique. Bonjour, Monsieur Guy Mafimba. Bonjour, Madame Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. Bienvenue parmi nous. Monsieur Mafimba, le Congo, c'est à peine 5 400 000 habitants pour une superficie totale de 342 000 km². Il s'étend donc de 1500 km du nord au sud et de 425 km d'est en ouest. Il bénéficie d'un climat tempéré, donc qui est propice aux activités agro-pastorales. Quel est donc l'intérêt de vendre nos terres arables dans un contexte où l'on parle de diversification de l'économie? Ce sujet est d'autant plus sensible et complexe que, avant de répondre véritablement à votre question, j'aimerais faire 2 ou 3 observations. Dans votre préambule, vous avez décrit succinctement le Congo. Et moi, je résumerai le Congo en un espace géostratégique important. Il est au cœur du bassin du Congo, l'écologie. C'est le premier port, en tout cas en eau profonde, avant le Cap. C'est un climat, c'est une population. Bref, le Congo est très bien placé et ne peut qu'attirer les convoitises extérieures. Alors, lorsqu'un pays est à ce point, autant de potentialités minières, hydrauliques, comment dirais-je, hydrocarbures et autres, les convoitises sont là. Mais je dis en deuxième observation, madame, les Congolais ne se rendent pas compte qu'il y a des États-nations qui ont disparu. Lorsque vous êtes faible dans un environnement
où il y a des convoitises, vous pouvez disparaître. Le Soudan, aujourd'hui, il y a 2 Soudans, Soudan du Sud et autres. La Somalie est divisée, la Serbie. Et donc, l'émission de ce soir, ce serait certainement d'interpeller les Congolais, de prendre conscience de ce qui se passe à travers cette visite de M. Paul Kagame. Maintenant, pour revenir à votre question sur la concession faite aux Rwandais lors de cette visite, mais ce n'est qu'un contrat qu'on a signé, un accord qu'on a signé avec le Rwanda parmi 5 accords. Or, de ces 5 accords, il y a un accord militaire et technique, il y a un accord, évidemment, à travers cette concession, en tout cas les accords les plus significatifs, et puis les autres, on va dire, c'est des accords bateaux. Mais revenons rien que sur ces 2 accords. Pour répondre encore à votre question, il faut comprendre qui est d'abord Paul Kagame. Qui est Paul Kagame? Paul Kagame, c'est un autocrate. Il est arrivé grâce un peu à, on va dire, à l'appui des anglo-saxons qui voulaient, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui voulaient en fait trouver un remplaçant à Mobutu à l'époque. Mobutu déclinant, les anglo-saxons ont eu peur de perdre leur pion dans la sous-région. C'est de cette manière-là qu'ils ont activé Paul Kagame, mais Paul Kagame bénéficiant d'un génocide contre les Tutsis. Et donc, il est arrivé avec cette bénédiction-là. Et il a eu une espèce d'impunité internationale. Pourquoi? Parce que la communauté internationale s'est sentie coupable, effectivement c'est vrai, d'avoir laissé le Rwanda subir ce génocide des Tutsis. Et lui-même, c'est un Tutsi. Alors, il est arrivé aux affaires. Et la première des choses, c'était d'imposer un homme en RDC. Il a imposé Laurent Désiré Kabila, je vais faire très court. Mais lorsque très vite, Laurent Désiré Kabila s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être, comme lui-même disait, l'esclave des Rwandais, parce que c'était la vision de Kagame, une vision expansionniste, il s'est rebellé, entre guillemets. Et on sait ce qui lui est arrivé. Est arrivé son fils. Son fils est resté le vassal quasiment du Rwanda. Mais en disant cela, maintenant il faut comprendre la vision de Kagame. Kagame a une vision expansionniste. Pourquoi? Parce qu'il a un problème avec son espace vital c'est combien le Rwanda? C'est à peine 26 338 kilomètres carrés. 26 000. Exactement. Ce qui révèle à dire que c'est un pays dont la densité par habitant, la densité la plus forte. Donc, ils ont besoin d'un espace vital. Avec un peu plus de 13 millions d'habitants, oui, voilà. bien entendu. Premier élément. Deuxième élément, M. Kagame estime que, en bénéficiant de ce que j'ai appelé l'immunité qui suite à ce génocide, il peut se permettre un peu tout. Il a mis en place un État fort, autocratique, une armée très forte, avec l'objectif, bien entendu, de se projeter par rapport à sa vision. Sa vision, c'est laquelle? Il n'a pas de potentialité. C'est un pays enclavé. Il n'a pas de potentialité minière, ressources naturelles autres. C'est un pays enclavé, mais il a une armée forte. Et il a un pays qui s'assoit sur un homme. Il a une espèce de vision managériale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est attaqué d'abord à la RDC. Une fois qu'il s'est attaqué à la RDC, on a vu ce qu'on a jusqu'alors d'ailleurs, hein, le dernier cas, c'est les M23 qui ont réattaqué. Et aujourd'hui, comme par hasard, le Rwanda est devenu un pays exportateur de l'or, alors qu'ils n'ont pas l'or au Rwanda. Ils n'ont même pas de mines d'or, oui, curieusement. Bon, et depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a vu en Mozambique. Pourquoi le Mozambique? Parce que M. Kagame, en relation avec Paris qui avait, à travers Total, qui a des ressources gazières, des potentialités gazières au niveau de la Mozambique, il y a une rébellion sur le terrain pour des questions de redistribution et on demande à qui? À Kagame d'aller intervenir. Il se pointe en Mozambique, il fait taire les armes et en même temps, il contracte avec Total et sa société. Voilà les 2 leviers de Kagame. Donc, j'ai parlé de l'armée. Et le deuxième levier, c'est une société qui s'appelle Crystal Venture,
Venture, qui est une société de son parti, mais c'est une société de M. Paul Kagame, qui est en fait le levier financier de son pouvoir. Et l'autre levier, c'est le levier militaire. Et c'est comme ça qu'il a gagné des parts de marché en Mozambique. Et aujourd'hui, il s'attaque à quoi? Au Congo. Entre-temps, il y a la Centrafrique, on y reviendra très certainement pour ne pas être trop long. Maintenant, il s'attaque au Congo. Je vais laisser Christian prendre le relais. Voilà. Et vous allez développer votre qu'il réponde d'abord l'intérêt, bien entendu. Voilà. Pour répondre à la question de maintenant de Lorik K, il s'attaque au Congo, pourquoi? Parce que souvent, il s'attaque à des pays qui sont faibles, où il n'y a pas d'État et autres. Et il s'est rendu compte qu'au Congo, il y a une convergence d'intérêts. Quel est l'intérêt de Kagame? Kagame a besoin souvent de mettre des pions dans un pays. Il s'est rendu compte que ça soit un problème de dévolution de monarchique. Il veut se faire remplacer par son fils. Kagame le sait. Première chose. Deuxième chose, Kagame a plus de 8000 Hutus rwandais, c'est-à-dire des gens qui ont combattu, qui ont été des des potentiels génocidaires, qui sont au Congo-Brazzaville, qui ont aidé Sassou à prendre le pouvoir. Il veut, bien entendu, contrôler ce monde-là. Et tertio, Kagame sait que le Congo a un espace vital plus grand où il peut se permettre un certain nombre de choses. Et je terminerai en disant ceci. Quatrième raison, M. Kagame pense que depuis l'Est de la RDC, il n'arrive plus à déstabiliser Fati, qui est devenu en fait le curseur des États-Unis, est passé du côté de Kinshasa. Donc, il pense que la proximité avec Brazzaville, il peut continuer à déstabiliser Kinshasa. Voilà les raisons qui poussent M. Kagame à aujourd'hui mettre l'accent sur le Congo-Brazzaville, et ces raisons convergent avec les intérêts de M. Sassou Nguesso, qui, lui, n'est qu'un vassal de Paris et qui estime que son pouvoir est menacé, et il estime qu'il peut espérer avoir le soutien du corps expéditionnaire rwandais. Voilà une des raisons, les raisons qui poussent M. Kagame aujourd'hui à s'intéresser au Congo. Alors, mais dans cette lancée, bien entendu, je semble comprendre que finalement, Paul Kagame a été établi comme le gendarme en Afrique, dans la sous-région, s'il faut le dire. Alors, mais revenons quand même sur les terres, parce qu'on a dit qu'on a concédé 12 000 hectares du Congo, c'est quand même beaucoup au Rwanda, et dans au moins 3 départements. On dit bien au moins, donc ça veut dire que ça peut aller au-delà. Ce qui est curieux, c'est que la durée de ces accords n'a pas été révélée. Comment traduire cette disposition dans ces accords? Mais ce sont des accords ou des contrats léonins, M. Christian Perrin. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, les motivations sont opaques. Automatiquement, tout ce qui est accord ou contrat sont tout aussi opaques. Parce que cet accord, déjà, viole la Constitution du Congo-Brazzaville. En son article 219 de la Constitution du Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'il dit, cet article? Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. C'est ce qu'on appelle de la hausse trahison. Donc, M. Sassou Nguesso ne peut pas se permettre de se réveiller un matin et dire qu'il a cédé 12 000 hectares, c'est-à-dire 120 km², qui correspond à plus que Paris, à un homme, à un régime. Connaissant ce régime tel que je venais de le décrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cet accord est un agenda caché pour autre chose. Parce que cet accord, non seulement il est anticonstitutionnel, mais il va aussi à l'encontre des orientations programmatiques de ce régime. M. Sassou Nguesso nous a vanté le Congo qui deviendrait un grand pays avec une production alimentaire considérable. Ça, c'est avec la priorité, pendant que tu en parles, avec la priorité sur l'agriculture pour planter, comme il disait lui-même, les safou, surtout Kwanga. En fait, on a entendu dire ça pendant ses campagnes. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, M. Christian Perrin, vous savez, Brazzaville, que je connais très bien, toute la ceinture maraîchère de Brazzaville a été détruite. Nos mamans ne savent plus où aller faire les champs et autres. Et aujourd'hui, hier, comme nous avons grandi à Brazzaville, c'est ces mamans-là qui fournissaient dans les marchés tout ce qui est les légumes et autres.
Donc, ce n'est pas les mains qui manquent, ce n'est pas la ressource humaine qui manque. Non, c'est tout le contraire. Ce n'est pas les financements qui manquent. Le Congo, on ne peut pas le comparer au Rwanda. Le Congo, quand tu vois le PIB du Congo, n'a rien à voir avec le Rwanda. Le Rwanda, 30% du budget du Rwanda vient des apports extérieurs. Mais non, posez-vous la question de savoir comment on peut se permettre de céder. Or, si vous creusez très bien, il y a autre chose derrière cela. Il y a une deal derrière cela. Et ceci est d'autant plus vrai. Pourquoi? Parce que, si vous avez remarqué, lors de la signature de ces 5 accords, il y a un seul homme, le ministre de la Coopération, M. Christelle Sassou Nguesso, que j'appelle Angualima. Il est le seul à avoir signé tous les 5. Contrairement à l'autre parti, il y a eu 3 ou 2, je pense, personnalités. Première chose. Deuxième chose, vous remarquerez que le ministre de tutelle, est-ce qu'il a été le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre, est-ce que toutes ces personnes ont été consultées? Est-ce qu'il y a eu un travail en amont pour connaître les besoins du Congo? Et je terminerai très vite en disant, est-ce que le Rwanda a une expertise ou a une réputation d'être un grand pays en termes d'exploitation, de production et autres au niveau de l'agriculture? La réponse est non. Ce qui vient à dire, en définitive… Alors, une question de plus avant que Loriquet ne reprenne donc la main. Alors, depuis 1930, nous le savons que l'Est, par exemple, de la RDC est en proie de violences et des crimes de guerre, liés, bien entendu, à l'installation des Banyamulenge à l'Est, bien entendu, qui sont venus, bien sûr, du Rwanda. Est-ce qu'on peut craindre vivre la même situation au Congo-Brazzaville? Au passage, il faut signaler que ces conflits à l'Est de la RDC ont déjà fait plus de 6 millions de morts, donc un peu plus que la population du Congo-Brazzaville. Mais bien sûr, je disais tantôt, on peut disparaître. Pourquoi on peut disparaître? Nous sommes à peine 5 millions d'habitants. En RDC, ce que Kagame a eu à faire en RDC pendant combien d'années aujourd'hui, la RDC, l'Est de la RDC est presque balkanisé, sinon déstabilisé. Et aujourd'hui, alors que nous avons déjà plus de 8000 Rwandais, mais Hutus, qui sont les opposants, qui sont les ennemis de M. Paul Kagame, a pris possession de plus de 12 000 hectares. Ça veut dire qu'il va envoyer hommes et matériel. Une manière de dire que le conflit qui n'est pas achevé au Rwanda va être transposé au Congo-Brazzaville. Donc, il y a un risque majeur, tant en termes de perte de souveraineté de notre pays, mais un risque majeur en termes de capacité de créer une crise, quasiment une guerre civile dans notre pays, une guerre civile que M. Kagame va transposer. Il l'a déjà fait, souvenez-vous, dans l'Est de la RDC. À Kisangani, les armées rwandaises et les armées ougandaises se sont affrontées à Kisangani pendant un mois, avec des milliers de morts. Pourquoi? Parce qu'il fallait contrôler des zones où les ressources minières étaient considérables. Donc, c'est cette vision expansionniste que M. Sassou Nguesso prend la responsabilité de livrer notre pays, d'être une proie à un homme qui est à la fois violent, qui est autocrate et qui a une visée expansionniste belliqueuse sans précédent. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a de vives tensions, je ne parlerai pas de conflit, mais de vives tensions qui existent entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ces tensions, comme je reprendrai vos mots, qui sont alimentées par plusieurs contentieux fossilisés et d'anciennes animosités et qui sont la source, comme en essayant de reprendre vos termes, la source de compétition autour de positions de rente. De sources concordantes, toujours dans le même sens, la visite du président rwandais Paul Kagame semble être vue d'un œil circonspect par certains pays voisins du Congo-Brazzaville. Quel sens? Vous avez dit tout à l'heure que la visite serait autre chose que ce que l'on nous montre. Quel sens vous donnez réellement à cette visite? En fait, cette visite a au moins triple dimension. Comment élargir son champ d'influence dans la sous-région? Ça, c'est Paul Kagame. Une vision géostratégique parce qu'il estime qu'il peut être le Bismarck de la sous-région. Il a une armée forte, il a
quasiment un soutien. Le soutien, ce n'est pas le mot, mais on ferme les yeux sur le comportement belliqueux de Kagame, la communauté internationale, à cause de cette histoire du génocide des Tutsis. Et donc, ce que vous dites, madame, est tout à fait réel, mais c'est difficile à comprendre pour le commun des mortels. Pourquoi? Parce que, comme je dis, il avance masqué. Aujourd'hui, Kagame est en Mozambique, en Afrique australe, c'est-à-dire la zone d'influence de l'Afrique du Sud, qui est la puissance australe. Il est en Centrafrique, il était venu à travers la MINUSCA, et il a envoyé un corps expéditionnaire qui est quasiment un corps supplétif du pouvoir de M. Touadéra, ce qui revient à dire qu'il menace la RDC, déjà à l'est et du côté de l'Équateur, et en même temps, il menace aussi l'Angola, qui est la puissance régionale, militaire régionale, par définition. Et en s'approchant du Congo-Brazzaville, il augmente, sinon amplifie la tension avec la RDC parce que monsieur Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, a compris une chose, que malgré sa politique de bon voisinage, monsieur Kagame n'a pas oublié sa vision expansionniste et belliqueuse. Juste un exemple. Souvenez-vous, lorsque monsieur Félix Tshisekedi est élu, monsieur Kagame est patron de l'Union africaine. Lui-même qui gère son pays comme une véritable tyrannie, il s'est opposé aux élections, aux résultats des élections en RDC. Soutenu par qui? Souvenez-vous, par Denis Sassou Nguesso. Soutenu par qui? Souvenez-vous, par Le Drian. Voilà le cercle. L'objectif pour eux, comme M. Kagame a perdu le contrôle de l'Est, parce que, comme j'ai dit tantôt, les USA ont basculé du côté de Félix Tshisekedi, il estime qu'il doit reprendre ce rôle qu'il jouait, qui lui profitait tant sur le plan économique que sur le plan politique. Et là, il se rapproche de Brazzaville avec la complicité de Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas, je vais dire, naïf dans cela. Vos téléspectateurs comprendront qu'il y a eu, entre-temps, une affaire de coup d'État du patron de la sécurité, l'homme sécurité. La RDC. François Beya, qui a été accusé. Hein, il est encore. Voilà, il a été accusé. Alors, il est toujours retenu. Exactement. Il est même à la maison d'arrêt. Maintenant, parmi. Plusieurs de ses pseudo-complices ont été arrêtés. Voilà. Et parmi un certain nombre de révélations, on a parlé d'une connexion avec Brazzaville. Et je tiens à vous signaler que M. François Beya est le beau-frère de M. Jean-Dominique Okemba. Beaucoup ne le savent peut-être pas. Madame de Jean-Dominique Okemba. En clair, si j'ai bien compris, monsieur Mafimba Motoki, oui. Si j'ai bien compris, en clair, la visite de Paul Kagame à Brazzaville cacherait un agenda militaire en lien avec la succession de Denis Sassou Nguesso par son fils, c'est cela? Vous avez très bien résumé. Pourquoi? Parce que, en dehors de ce que nous parlons de l'accord sur la concession des terres arables et autres, en novembre 2021, déjà, lors d'une commission mixte Rwanda-Congo, comme par hasard, présidée par M. Christelle Sassou Nguesso en distanciel, en distanciel, il s'est permis, Christelle Sassou Nguesso, à la surprise d'un certain nombre d'officiels concernés, de tutelle, il s'est permis de signer un accord militaire et technique avec le Rwanda. Mais monsieur Mafimba, vous insinuez que le Rwanda prendrait le risque de s'ingérer dans les questions politiques du Congo et sur le devenir de notre nation? Madame, c'est un autocrate. Il a un rôle, c'est ce qu'il a fait en RDC. Souvenez-vous encore, lorsque Kabila Père arrive aux affaires, le patron, le chef d'état-major, c'était M. James Kabarebe, un Rwandais en bonne et due forme. Donc, il n'a pas d'état d'âme, ce monsieur. Et je vous ai dit tantôt, il a comme une espèce d'impunité comme ça. Vous savez, monsieur Kagame s'est permis d'aller kidnapper un opposant à Dubaï, à peine quelques mois. Est-ce que vous avez entendu la communauté internationale crier au scandale? Il a abattu en Afrique du Sud, monsieur, un ancien patron de la sécurité.
il a tenté à la vie de monsieur le général Kayumba. Donc, c'est un monsieur qui n'a pas d'état d'âme. Il a une vision, il a un objectif, et il se permet comme ça d'avoir des soutiens, notamment les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la France qui le protège, qui couvre ses... Donc, ce que vous dites là, madame, en commençant l'émission, je vous ai dit, est-ce que les Congolais sont conscients que nous pouvons un jour perdre ce pays? Il ne va pas hésiter. Je vous ai dit aussi qu'il s'attaque à des pays où les États sont devenus faibles. Le Congo, c'est un État faible. Non, mais parce que vous nous décrivez un scénario catastrophe. Mais je préfère le dire, pourquoi? Parce que, modestement, avant l'arrivée de M. Kagame, lorsqu'on a annoncé sa visite d'État, j'ai eu à publier une tribune et j'avais décrit quasiment tout ce qui devait arriver, et c'est ce qui est arrivé. Je vais vous dire encore, ce que vous avez soulevé est très important. Pourquoi? Parce que lorsque M. Christel Sassou Nguesso a signé cet accord d'accompagnement militaire et technique, les gens n'étaient pas au courant. Et ce n'est même pas dans ses prérogatives. Il n'est pas le ministre de la Défense. Et un tel accord doit passer par le ministère de la Défense, au niveau du Parlement et autres. Il a signé. Et là, il vient de remettre encore une couche en signant seul. Donc c'est une façon inavouée de nous dire qu'il a un rôle quasiment de vice-président. Mais c'est cela ce que vous avez dit tout à l'heure qui se concrétise en fait. En fait, dans ces fameux différents accords, un des deals, c'est de faire en sorte que, en cas de secousse politique au niveau du Congo-Brazzaville, parce que M. Christel Sassou Nguesso sait pertinemment que ce n'est pas au cours des élections libres, équitables et transparentes qu'il peut gagner les élections. Non. Mais M. Christel Sassou Nguesso et son père savent que c'est un secret de polichinelle. M. Sassou Nguesso, c'est un vieux monsieur avec pas mal de pathologies qui peut partir du jour au lendemain. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Togo? La même chose qu'on veut faire au Congo-Brazzaville. Oui, avec le clan Christian Perrin se souvient ici, lorsque nous avons débattu sur la révision de l'article 157 pendant la Covid. On avait prétexté, c'était à cause du Covid qu'il fallait allonger la durée de l'état de siège. L'état d'urgence aussi. Oui. Et l'état d'urgence de 30 à 90 jours, 3 mois. Et en 3 mois, j'expliquais à l'époque, en 3 mois, vous avez un corps armé, une force publique qui est dévolue à votre cause, vous prenez le pouvoir, personne ne parlera. Et donc, nous sommes en train, là c'est la deuxième étape. M. Sassou Nguesso et son fils sont passés à la deuxième étape d'une prise de pouvoir par la force. Alors, est-ce que dans le même temps, puisqu'on parle de la signature des accords par Denis Christel Sassou Nguesso, et on se rend compte, bien entendu, qu'il y a une omniprésence de ce monsieur, donc Denis Christel Sassou Nguesso, dans la signature de tous ces accords, c'est toute une série des accords, d'ailleurs supplantant même le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que cela peut être traduit comme une victoire, finalement, de Denis Christel Sassou Nguesso sur les autres membres du clan, notamment dans le cadre de la succession? Non, je ne pense pas qu'on peut parler d'une victoire. Je pense tout simplement... Non, je parle par rapport à son clan, bien entendu, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui... Oui, ça peut être perçu comme ça par lui, mais je pense que c'est une bêtise politique. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement... Et il pense que, nous sommes en train d'en parler là parce que nous avons anticipé en fait les règles du jeu. Et ce monsieur et son père pensent que nous sommes à ce point bêtes. Non, nous sommes assez initiés pour comprendre les superfuges, les stratagèmes. Et en cela... Et d'ailleurs, quelqu'un disait, en tout cas, si les gens s'embêtent, pas nous en tout cas. Pas nous en tout cas. On est en train de démontrer de A à Z leur stratagème. Maintenant, ces concurrents des différentes écuries qui ne veulent pas entendre parler de Christel, qui ne veulent pas entendre parler de cette succession. Aujourd'hui, chacun est en train d'attiser comment on dit ça, aiguiser ses couteaux. Aiguiser ses armes, oui, voilà. Ses armes. Et dans le même sens, il y a quelqu'un... Oui, évidemment. Si vous permettez, comme disait Mme Laurie, qui avait déjà anticipé, nous sommes dans une espèce de cocotte minute au Congo-Brazzaville. Ça va dans tous les sens. Et avec
cette transposition possible de la guerre civile Hutu-Tutsi, ça c'est grave. Et je terminerai. Je sortais d'une rencontre et je pense qu'à votre niveau, monsieur Christian Perrin, essayait de faire des investigations. J'avais cru entendre qu'effectivement, il y avait la présence des milices déjà de Kagame, mais un homme, ce soir même, m'a confirmé, m'a dit qu'il a eu quelqu'un en Pointe-Noire qui lui a confirmé des éléments proches de Kagame et du matériel militaire. Donc, mais justement, pour rebondir sur le sujet de la présence de milices, près de 8000 ou un peu plus de 8000 Hutus rwandais, fuyant le génocide en 1994, ont trouvé refuge au Congo, dont l'un des principaux ou l'un des plus illustres, l'ancien ministre de la Défense du Rwanda, Augustin Bizimana, recherché d'ailleurs par la justice internationale, qui est mort il y a plus de 20 ans à Pointe-Noire. N'y a-t-il pas un risque pour le Congo, vous l'avez quelque peu effleuré, y a-t-il pas un risque pour le Congo d'importer sur son territoire un conflit qui a ensanglanté l'Afrique? Tout à l'heure, Christian Perrin parlait de plus de 6 millions de morts. On ne peut même plus parler de risque. Il y a une possibilité que ça se déclenche. Pourquoi je le dis, madame? Toujours des indiscrétions. Lorsque Kagame fait sa visite à Brazzaville, interdiction a été donnée à tous les ressortissants rwandais, ou tout, de mettre pied au centre-ville. Parce que Kagame, pour eux, Kagame les considère comme des génocidaires, eux, ils considèrent Kagame comme un assassin. Parce qu'il y a eu, pour eux, il y a eu double génocide. Effectivement, lorsque Kagame a lancé sa contre-offensive, dans l'est de la RDC, il y a eu énormément de morts, mais des Hutus. Alors, ce qui fait que ce gars-là, Kagame, ramenant des éléments, si ceci est avéré, mais il faut s'attendre demain à des risques. Pourquoi? Ce que vous avez dit, madame, en dehors de cela. Mais ceux qui sont en Brazzaville actuellement, la majorité, ce sont des anciens militaires qui ont fait des enfants, qui ont un tissu économique, qui se sont constitués. Oui, ils sont très bien implantés dans le tissu. Très bien implantés. Primo. Secondo, ils se disent co-responsables de l'arrivée de Sassou au pouvoir parce qu'effectivement, le ministre de la Défense que vous avez cité, qui est mort à Pointe-Noire, il était dans la hiérarchie des Cobras à l'époque. Donc, ils ont participé à l'accession au pouvoir par les armes de M. Sassou Nguesso. Donc Sassou leur est redevable. Au nom de quoi, aujourd'hui, ils vont accepter que Sassou Nguesso leur demande de partir. D'ailleurs, ils ont dit, nous voulons la nationalité. Bon, plus de 8000 personnes. Et j'ai dit tantôt, attention, le Congo, ce n'est pas le Burundi. Si aujourd'hui, il y a des puissances qui veulent exploiter le Congo, ils vont dire, bon, on va sécuriser Pointe-Noire, c'est le Congo utile, allez, laissez-les se taper. Donc, pour faire entrer les armes, c'est rien du tout. On ne se rend pas compte, j'ai commencé par dire, est-ce que les gens comprennent ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? C'est extrêmement grave. À cela, lorsque vous voyez l'état de la force publique congolaise, tant au niveau des services de renseignement qu'au niveau opérationnel, mais c'est la catastrophe. On va se retrouver avec des milices de partout, depuis la Likola chez mon père là-bas, jusque dans le Kwilu. Et comme le Congo, c'est un enjeu stratégique considérable, et ben, voilà, dans quelle situation nous met Sassou Nguesso et son fils et ses gens. Donc le risque est là, réel. Oui, mais comment expliquer ça aux Congolais? Parce que finalement, même moi, je me rends compte que la situation, elle est très sensible, très tendue déjà, et là, nous sommes au bord du gouffre. Comment faire passer ce message aux Congolais pour qu'ils comprennent que finalement, nous sommes presque là, en plein conflit déjà? Monsieur Christian Perrin, on a eu une émission à l'époque, je disais, les Congolais doivent soit prendre la voie de la révolte ou aller au suicide collectif. Mais là, on n'est plus au suicide collectif, on risque d'aller à la disparition. Parce qu'on risque de ne plus avoir de terre. Donc, je crois quand même que ce pays, moi j'ai connu Marianne, j'en parle le mieux parce que j'ai connu plus Marianne. J'étais jeune, mais j'ai connu Marianne. Il y a eu une espèce de conscience patriotique. Vous parlez de Marianne Gwabi, hein, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Conscience patriotique historique qui est en nous en tant que Congolais. Le Congolais n'aime pas être le vassal de qui que ce soit. Le Congolais n'aime pas être terrorisé dans son propre pays.
et le Congolais à un moment lorsque les intérêts supérieurs de la nation sont en jeu. Aujourd'hui, les intérêts supérieurs de la nation congolaise sont en jeu parce qu'on risque d'avoir une perte de souveraineté, on est en train de perdre notre souveraineté, on est en train de perdre notre vivre ensemble et on risque de se retrouver comme à l'est de la RDC. Et vous avez posé une question, comment? Oui, moi j'y crois. Pourquoi? Je pense qu'à travers ce genre d'émission, où nous prenons le temps d'expliquer aux Congolais, parce que ce n'est pas évident pour que les Congolais comprennent, ils avancent masqués, d'expliquer aux Congolais les enjeux et de dire aux Congolais, entre se retrouver avec des Hutus, les Tutsis qui se tapent chez vous, les terres qui sont vendues, on n'a pas dit une chose, monsieur. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on doit aux Chinois, on doit aux Turcs, on doit aux Australiens, on doit même aux Libyens. Donc, nous sommes un pays des traders, avec des créanciers partout et avec une force qui arrive. Avec une dette interne qui est une dette extérieure insoutenable. Donc, et bien entendu, il faut que cette conscience historique, cette conscience patriotique des Congolais, notamment des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des églises, montent au créneau pour dire, mais il faudrait qu'on arrête, qu'on attire l'attention de M. Sassou Nguesso. Sinon, face à une situation où tous, nous allons être des cibles potentielles. Chacun de nous va chercher à s'organiser à sa manière. Et croyez-moi, chers amis, croyez-moi, un pays comme le Congo, pour avoir des soutiens et créer une petite rébellion, c'est pas ça, ça court les rues, je veux dire. Ça court les rues. Probablement que Lorique aura une dernière question avant même de conclure, et bon, je vais terminer par là. Quelqu'un disait que Denis Sassou Nguesso a accédé au pouvoir par les armes. Il s'est maintenu au pouvoir par les armes. Et les crimes, tout le monde sait, tous les Congolais le savent, ce n'est qu'un secret polichinelle, les crimes politiques, les assassinats politiques pour se maintenir. Alors, il me disait, pour que son fils s'installe, également, doit passer par le même processus, c'est-à-dire il doit évidemment soit sacrifier, il doit beaucoup tuer, il doit commettre ses crimes comme son père pour se maintenir. Que pensez-vous de cela? Moi, il faut être réaliste. Je pense que ce monsieur, Denis Sassou Nguesso, a perdu tout bon sens. Il n'est plus de la rationalité. Et bien entendu, c'est quelqu'un qui veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir, mais au cas où, comme il a toujours des plans B, au cas où il arrive malheur, du style un petit souci malade et autres, il est en difficulté, il veut imposer son fils. Et il a opté pour son fils. Bien entendu, il faudrait que enfin, on est nombreux à avoir intégré. Mais à chaque fois, nous avons on a été dans une espèce de naïveté en pensant que ce monsieur, on peut transposer notre bonne foi à ce monsieur. Non, il n'est pas dans la bonne foi. Parce que si quelqu'un se permet. Oui, mais que disent ses amis, que disent les membres du Parti congolais du travail? J'aurais même appris que M. Ngolo aurait été giflé par Denis Christel Sassou Nguesso. Ça a couru, le bruit a couru. Je voulais juste savoir si réellement c'est vrai ou non. Et que pensent donc les membres du Parti congolais du travail de cette succession par Denis Christel Sassou Nguesso? Par rapport à l'aspect Ngolo et Christel Sassou Nguesso, ça ne sera pas la première fois, la dernière fois. Souvenez-vous, Ikwebe, ministre des Affaires étrangères, avait été giflé par Claudia. C'est ce qui a poussé. On apprend ça aujourd'hui. C'est ce qui a poussé M. Ikwebe à démissionner. Il avait démissionné. Et ce qui s'est passé avec Ngolo, il y a eu d'abord des dénégations, mais mes sources me disent que oui, il y a eu une altercation. Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que ce M. Christel Sassou Nguesso, lorsque il y a des images qui parlent mieux qu'autre chose. On a vu l'image de M. Kagame avec Christel Sassou Nguesso sur un fauteuil. Et il y a eu une image précédente qui a été publiée sur la toile aujourd'hui même. On voit Sassou Nguesso se lever et faire signe à son fils d'aller s'asseoir. Il vous envoie un message clair et net. Ce qui est perçu au niveau du PCT ou au niveau du clan au pouvoir, croyez-moi, et moi, je suis optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience. Hier, quand nous disions, on nous prenait pour des radicaux. Mais il suffisait seulement d'expliquer à ces gens-là que, regardez ce que Faure Yadema a fait. Faure Yadema arrive aux affaires
il a pris son frère, il a foutu en prison. Tout l'entourage de son père, qui n'était pas d'accord avec ça, soit en exil, soit tué. C'est ce qu'a fait Ali Bongo. C'est ce qui vous arrivera. Il suffit de le dire à la famille, aux membres du PCT, raison pour laquelle vous voyez cette espèce de colère de Denis Sassou Nguesso qui est en train de prendre des dimensions assez inquiétantes. Et d'ailleurs, les législatifs qui arrivent, les familles législatives, enfin, les nominations, on va suivre lors de ces législatives la deuxième ou la troisième étape de la bagarre en interne. Mais non, en tant que politique, nous devons avoir tout simplement la capacité d'avoir le nez et d'avoir créé, de savoir créer les passerelles. Mais cela, ce n'est pas dans les médias que nous le disons, raison pour laquelle je suis optimiste. Parce que quand on a le nez et quand on est en capacité de mettre des passerelles, parce que l'intérêt supérieur de la nation est en danger, croyez-moi, on va sauver ce pays. Monsieur Mafimba, vous avez abordé la question des législatives, donc je vais aller dans le même sens que vous. Pensez-vous qu'elles ont une quelconque importance lorsque l'on sait que la plupart des députés ou la plupart des membres de l'Assemblée nationale sont nommés par Denis Sassou Nguesso? N'est-ce pas un gaspillage d'argent? C'est un gaspillage d'argent, tout simplement, parce que c'est l'agenda de ce que j'appelle les démocratures. Ils ne le font pas pour eux, ils le font pour la consommation internationale. Vous avez suivi ce matin M. Collinet Makosso, il a vanté la démocratie congolaise, il y a des trucs formels. Ils ne le font pas pour nous, ils le font pour la consommation internationale. Vous avez dit, malheureusement, c'est un gaspillage d'argent. Maintenant, pour ceux qui s'opposent à ce régime, en interne ou en externe, c'est de tirer les ficelles pour continuer à amplifier l'implosion en interne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans leurs histoires? Comme chaque écurie, Christelle veut avoir un maximum de députés qui lui sont proches. Bouya veut avoir la même chose, Edgar Nguesso doit avoir la même chose, Ngolo, et voilà. Toutes ces écuries, Pierre Oba et les autres, Jean-Dominique Okemba et autres. Or, pourquoi Christelle le veut? Christelle le veut parce qu'il estime qu'il peut. Ils nous ont lancé déjà un ballon d'essai, là. Vous avez vu un papier, Christelle nommé vice-président et autres. C'est des ballons d'essai. C'est comme ça que le PCT fonctionne. Parce qu'ils estiment que s'il y a la possibilité, à travers l'article 157, où ils vont créer une situation de trouble, je ne sais pas si Collinet Makosso, en nous provoquant, en nous poussant à la faute, ne veut pas cette crise qui arrive, et puis on va interpeller les gens. Ah oui, un tentative de coup d'État, bon, état de siège et autres. Bref, ils veulent, une fois l'Assemblée mise en place, avec des députés godillots de telle ou telle écurie, essayer de voir comment ils peuvent modifier la Constitution, créer un poste de vice-président, ou, je ne sais pas, mais bref, trouver les mécanismes de régulation interne. Ils sont même capables de vous proposer un jour que l'élection du chef de l'État se fera maintenant à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, en suffrage indirect. Donc, rien n'est exclu. Ce qu'il faut faire, je pense, madame, nous devons toujours avoir, et ils pensent avoir un coup d'avance, mais nous devons avoir la capacité, en tout cas, je dis nous les opposants, nous devons avoir la capacité d'avoir aussi un coup d'avance. Ce que je dis là, ce sont les différents plans qui peuvent se réaliser dans leur agenda. Mais c'est à nous d'anticiper. Par exemple, laquelle je dis, pour ces législatives, ça n'a pas d'intérêt, mais par contre, nous sommes en capacité de tirer les ficelles pour qu'ils se tapent dessus. Donc, ça a commencé dans la cuvette ouest. Je voyais là à Sibiti, les gens ne veulent pas voir Mungala. Chez moi, dans la Likwala là-bas, dans le pool, voilà, ils vont se taper dessus. Il y a des gens qui devaient être candidats, ils ne sont pas candidats. Je prends par exemple l'exemple à Poto chez moi, Kourissa, Jean de Dieu, qui est le beau-fils de Sassou Nguesso, qu'on a viré parce que, bon, voilà, c'est des questions internes, mais bref, on a viré. Et il n'est pas content. Il dit, moi, je suis le beau-fils, comment on peut me virer? Je ne suis pas investi. Voilà, dans la Songa, c'est la même chose. Donc, il y a possibilité que ça implose de l'intérieur. Et ça va imploser de l'intérieur. Et je disais dernièrement à un de vos confrères que la première opposition aujourd'hui du système Sassou, c'est une opposition interne. Nous sommes là pour accompagner en fait l'implosion du système.
mais en ayant la capacité d'avoir un coup d'avance, d'avoir le nez et de comprendre comment ils avancent masqués. C'est sur ces derniers mots que nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avions reçu M. Guy Mafimba Motoki, acteur de la vie politique congolaise, opposant, on peut le dire, résident en France. Merci donc d'avoir été à notre côté, M. Mafimba. Chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Merci Christian, au revoir. Merci Loriké et merci Guy Mafimba Motoki de vous être prêté à cette longue interview. Merci beaucoup. Merci au technicien qui est derrière. De l'autre côté, je ne cite pas le nom. Qui demeure dans l'ombre, notre héros dans l'ombre. Merci et à bientôt.